J'ai beaucoup remplacé avant de m'installer différents types de patientèle de médecins. Et ensuite, j'ai voulu vraiment créer une patientèle, donc créer un cabinet dans un petit village rural parce que c'était ce que je voulais faire. Et, Et on euh, appelle ça médecin de campagne? et on appelle ça médecin de campagne, oui. Enfin, maintenant, ça n'existe presque plus pratiquement puisqu'il y a des maisons de santé de plus en plus. Et donc, je me suis dit, est-ce que je continue à adopter une médecine où je fouille vraiment complètement le corps et l'esprit des gens? C'est-à-dire, en fait, quand les gens viennent pas forcément pour un motif direct. Il y a parfois un motif indirect et caché. Ou bien ils viennent pour autre chose, une angine ou quelque chose d'assez banal. Et en fait, quand on les examine, on trouve quelque chose de beaucoup plus grave, par exemple. Et tout au début de ma carrière, quand je me suis installé, j'ai effectivement, en faisant des examens systématiques, et notamment aux personnes plus âgées, j'ai découvert un certain nombre de maladies graves, notamment des cancers, qui étaient larvés et qui étaient dormants, quoi. C'est très, très valorisant. La silhouette est lancée, le regard clair, l'humour pince sans rire et un petit air de Thierry Lhermitte, rien ne prédestinait Jean-Louis Vanille à devenir médecin. Son parcours se construit au fil des rencontres et des déménagements, presque comme une aventure. D'abord tenté par l'ingénierie, puis par la chirurgie dentaire, il trouve finalement sa voie au contact du milieu hospitalier et d'amis étudiants. Une révélation où les opportunités croisent ses envies et surtout la découverte d'une vocation. Mais la suite est tout aussi surprenante. Dès ses premiers stages, Jean-Louis ne se contente pas d'observer. Il s'implique davantage que prévu, notamment aux urgences. Là, il gagne rapidement la confiance des internes, enchaîne les gestes techniques, suture, plâtre, et entre en contact direct avec les patients. Loin des grands hôpitaux où les étudiants restent en retrait, il fait le choix des structures périphériques, plus concrètes, plus humaines. Et presque naturellement, cette immersion le mène vers une évidence, la médecine générale. Alors c'est à mon avis, le grand secret de la médecine générale, c'est d'écouter les patients et de les examiner. Alors, on dit classiquement que on a à peu près 70% des diagnostics rien qu'à l'interrogatoire. Et on a à peu près, on recueille encore en plus de 20 à 25% des diagnostics à l'examen clinique, à l'examen des patients. Ce qui se fait plus actuellement. Les médecins n'ont plus le temps. Alors, si vous avez un médecin traitant, ils prennent même plus votre tension, ils prennent plus le poids. Ils vous écoutent 10 minutes puisque c'est le temps consacré, il y aura 10-15 minutes. Donc sans examiner, simplement sur l'interrogatoire, et ils vous bombardent d'examens complémentaires, des prises de sang, des scanners, que sais-je, enfin voilà. C'est un peu la médecine à l'envers. C'est-à-dire que quand on fait ça, on trouve plein de choses, mais on ne sait pas ce qu'il faut en faire. C'est-à-dire que les examens sont de plus en plus précis, on trouve de plus en plus de choses petites, donc, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le type même, c'est un certain nombre de choses qui n'auraient pas évolué, qu'on trouve lors d'un examen complémentaire, et à partir de là, commencent les problèmes. Alors, c'est parfois très bien, parce que ça permet très rapidement, très tôt, de diagnostiquer une maladie, mais c'est parfois contre-productif, puisque, en fait, c'est quelque chose qui n'aurait pas bougé, qui n'aurait pas évolué, et qu'on va commencer à... D'abord, on va créer une certaine anxiété chez le patient, et on risque éventuellement d'entraîner en fait des effets iatrogènes, puisqu'on va aller biopsier, on va aller opérer, on va aller faire des éléments, on va donner des médicaments, alors que si on n'avait rien fait, rien ne se serait passé. Voilà. Et ça, on ne le sait pas d'avance. Jean-Louis Vanille, 69 ans, et je suis médecin généraliste. Médecin généraliste, c'est un médecin qui s'occupe de globaliser l'ensemble des informations et de faire le lien donc entre le patient et les différents spécialistes qu'il peut consulter éventuellement. Dès que j'ai mis un pied à l'hôpital, on faisait des stages d'externe de médecine et très rapidement, je suis resté l'après-midi aux urgences notamment, et donc j'ai commencé à être en interaction directe avec le patient. Et donc spontanément, je me suis dirigé vers une carrière de généraliste, c'est-à-dire que ça me plaisait d'être directement en contact avec les patients et surtout d'être le premier intervenant. Donc d'être le premier à écouter cette histoire, à éventuellement dire bah, tiens, il y a quelque chose là-dessous, et à commencer à entamer les examens complémentaires.
Est-ce que vous portiez la blouse blanche? Quand on est jeune, il faut avoir une certaine assise et une certaine autorité, une crédibilité. Comment est-ce que vous vous êtes imposé dans la profession? Alors, j'ai jamais porté de blouse blanche en cabinet. A posteriori, quand je revois les photographies de l'époque, j'étais vraiment habillé, je pourrais dire à l'as de pique, c'est-à-dire j'étais brut de décoffrage, donc avec les cheveux longs, alors c'était à l'époque c'était peut-être à la mode. J'avais un trench, je n'étais pas particulièrement bien habillé pour un médecin. Alors c'est vrai que ça faisait un look un peu étudiant, un peu anarchiste même, voilà, mais ça m'allait bien et j'ai jamais rencontré de problématiques vis-à-vis des patients. Et quand je me suis installé, je me suis dit peut-être qu'il faut faire un petit peu plus sérieux, un petit peu plus convenu. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis en costume de ville avec une cravate. Vous m'avez pas décrit vos journées. Et puis aussi l'assistance de votre femme. Oui. Comment ça se passait? Comme c'était un cabinet rural, effectivement, mon épouse, elle intervenait beaucoup, elle faisait le secrétariat. Donc elle connaissait la patientèle, alors pas ce qu'ils avaient comme maladie, puisqu'il y a une notion de secret professionnel, mais elle connaissait bien les patients, parce que d'abord elle a eu l'occasion de les croiser dans le village où on se trouvait, mais aussi parce qu'elle prenait les appels téléphoniques et elle planifiait les rendez-vous, en fait, en quelque sorte. Donc c'est vrai que ça demandait pratiquement, elle faisait office d'un secrétariat, mais non rétribué, bien sûr. La deuxième chose, c'est qu'à l'époque, on faisait à peu près, mais j'étais pas le seul à faire ça, 40% de visites, ce qui n'existe plus maintenant. Les médecins généralistes, enfin tous les médecins ne font plus de visites ou très très rarement. À l'époque, 40%, vous imaginez, ça faisait la moitié de la journée, c'était des visites pratiquement. Avec les temps de trajet, puisqu'en rural, on a quand même aussi des temps de trajet très importants, qui alourdissent encore en fait la notion de la visite. Et après, il y avait à la fois des consultations libres, parce que en rural, c'est important. Les gens, ils viennent sans rendez-vous, ils s'installent dans la salle d'attente, ils commencent à discuter entre eux. Voilà. Donc, il y avait des plages de sans rendez-vous. Et puis après, souvent le soir ou le fin d'après-midi, il y avait des sur-rendez-vous. Et là, c'était aussi, c'est typiquement la maman qui récupère son gamin qui a de la température, quelqu'un qui s'est blessé, qui a un arrêt de travail pour le lendemain. Enfin, voilà. Donc ça veut dire que vous commenciez à quelle heure, vous terminiez à quelle heure? Alors le démarrage c'était 7h30 à peu près et la fin de la journée c'était très variable. C'est-à-dire que quand c'était calme pendant l'été par exemple on pouvait terminer vers 19h30. Les coups de grippe c'était 22h, 22h30. Comment est-ce qu'on apprend à poser des frontières? Ça s'est fait assez spontanément en fait parce que j'étais donc dans un petit village. Le cabinet était dans la maison, enfin, était accolé à la maison dans laquelle nous habitions. Et donc, ça c'est une question qui m'a été souvent posée en disant mais les gens vont venir sonner à tout bout de champ. En fait, non. C'est arrivé quelques fois, très rarement. Et en fait, quand c'est arrivé toujours pour des circonstances tout à fait réelles et importantes. J'ai un exemple qui me vient en tête qui est très démonstratif. Je travaillais pas le jeudi après-midi parce que c'était réservé pour justement la formation, notamment j'allais sur Lyon ou sur Saint-Étienne. J'avais toutes mes consultations le matin plus les visites, je terminais généralement vers 14h30, 15h. Donc c'était un jeudi après-midi, je terminais mes consultations, j'étais en train de faire tout le travail administratif parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est que dans un petit cabinet, il y a tout le travail administratif derrière. Et il y a un patient que je voyais très rarement, en fait, qui arrive, soutenu par son fils, et qui se plaint de violentes céphalées, des maux de tête. Et en fait, il était en train de rompre un anévrisme cérébral. Donc on a eu le temps simplement de le rentrer dans le cabinet médical. Il est tombé dans le coma et j'ai eu le temps d'appeler le SAMU de Saint-Étienne. C'est assez drôle parce qu'ils sont arrivés en hélicoptère, ils sont posés dans le champ qui était juste à côté du cabinet. Et le patient a été, évacué sur le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne. Il a été opéré et il s'en est sorti. Alors il s'en est sorti avec quand même de lourdes séquelles, mais il s'en est quand même sorti. Il est resté vivant encore. J'ai encore suivi pendant une vingtaine d'années. Quand vous étiez médecin de campagne, comment est-ce que vous pouviez avoir l'avis d'un confrère? C'était très facile. C'était même très facile. Quand je parle de ça avec d'autres confrères, ils disent c'est surprenant. J'arrivais même à joindre les profs de fac. Alors, c'est vrai que j'étais installé près de Saint-Étienne. C'est une petite fac, c'est la dernière faculté de médecine qui a été créée après 68.
c'est une petite faculté et j'ai pas fait mes études là, j'ai fait mes études à Lille. Mais je m'occupais donc dans une association de médecins, je dirais de faire venir les profs pour nos soirées d'information médicale. Et en fait, j'arrivais à les avoir directement même. Alors, soit les spécialistes qui étaient autour de moi, c'est-à-dire qu'il y avait la petite ville qui était la plus proche où il y avait un centre hospitalier était à 15-20 km. Pas tous, mais il y avait un certain nombre de spécialistes, donc je pouvais les appeler directement. Et c'était généralement moi qui prenais les rendez-vous quand c'était important, évidemment. Pas une simple radio, mais quand il y avait nécessité, je les appelais directement pour un rendez-vous rapide. Et quand je voulais un conseil, soit je les appelais, soit je vous dis, je pouvais avoir affaire directement au prof de fac, j'avais son numéro de téléphone, et je l'appelais, et je lui demandais conseil, et il me répondait à chaque fois. Donc c'était un confort d'exercice. Quelles étaient les joies de ce métier ? C'est un métier très, très valorisant. C'est-à-dire que, surtout le médecin de campagne, ça voulait encore dire quelque chose. C'est-à-dire que vis-à-vis des patients, on dit toujours l'instituteur, le curé et le médecin. Mais c'était vrai. C'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est respecté, qui a un certain pouvoir, entre guillemets, et qui est un peu auréolé. Des fois, d'ailleurs, pas vraiment à juste titre, mais voilà, bon, il y a une certaine aura de cette profession-là, du médecin de campagne. Il y a des travers et des revers à ça, c'est que effectivement, vous pouvez pas sortir à la boulangerie sans croiser des patients qui vous interpellent sur ceci, sur cela, mais ça fait aussi partie des joies de la profession, quoi. La contrainte, moi, qui m'a fait d'ailleurs arrêter la médecine générale, c'était la quantité de travail. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est du 70 heures par semaine, des gardes de nuit, des gardes de week-end, c'est vraiment très très fatigant physiquement. Donc. Et même émotionnellement, parce qu'on est en charge avec des gens avec lesquels on tisse une relation privilégiée. Et lors des maladies graves, des maladies terminales, je dirais, c'est toujours très éprouvant d'un point de vue émotionnel. On est avec les gens dans les choses de la vie. On voit parfois des couples où des gens se dégrader parce qu'ils rentrent dans l'alcoolisme, ils rentrent dans la drogue, ils rentrent... voilà. Donc on a des tranches de vie qui sont parfois tristes, quoi. Et comment est-ce que vous vous ressourciez à l'époque ? Vous aviez une vie de famille ? Alors, ça m'affectait, moi, j'arrivais à faire la part des choses entre effectivement le médical, le côté professionnel et finalement ma propre perception des choses et ma vie de famille. Je me disais, bon, oui, on a fait un parcours avec les gens, mais à un moment donné, bon, faut savoir prendre de la distance et ne pas prendre toute la charge sur ses épaules en disant, de toute façon, les aléas de la vie sont ainsi faits qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut rien. Et donc, on se résout à la fatalité quelque part. Mais il y a quand même le risque d'une erreur médicale. Alors, bien sûr, toujours, le plus important, c'est toujours de se remettre en question, de toujours croire ce que vous disent les patients. Finalement, on a souvent des patients qui sont un petit peu, je dirais, auto-centrés sur leur cas et qu'on peut banaliser au fil du temps et sur lesquels il faut être très très prudent parce qu'en fait, on peut passer à côté de certaines choses. Généralement, c'est pas trop problématique parce que comme on voit assez souvent les gens en tant que médecin généraliste, si on a loupé quelque chose, on le repêche, je dirais, la consultation suivante. Mais les vraies urgences vitales qu'il faut pas louper, il y en a très peu en fait. Comment est-ce que tout au long de votre carrière, vous avez continué à vous informer ? L'information et la formation, elle est continue en médecine parce que les choses évoluent tout le temps. Et donc, c'était effectivement des formations alors de caractère universitaire, donc avec un certain nombre de ce qu'on appelle des diplômes universitaires. Donc, on suit sur une année. Ça peut être des formations universitaires sur 2 jours. Ça peut être des formations universitaires aussi sur une soirée qui était organisée par des réunions de médecins qui invitaient par exemple un prof de fac. Et puis après, il y a la lecture de tous les journaux médicaux. Alors, j'étais abonné à 4 revues, en fait, des revues un peu conventionnelles, donc le praticien, le concours médical, et il y a une revue qui s'appelle Prescrire, qui est complètement indépendante de l'industrie pharmaceutique, puisqu'il n'y a aucune publicité dedans, et donc qui est assez pertinente sur notamment l'expertise des nouveaux médicaments qui sortent.
Et il nous disait toujours, en fait, une phrase que j'ai retenue, c'est ne vous précipitez jamais sur un nouveau médicament parce que, en fait, même quand les études sont faites par le labo et bien faites, on a toujours des effets secondaires qui ne se produisent qu'un cas sur 10 000 ou un cas sur 100 000. Et quand les laboratoires font la mise en commercialisation d'un médicament, c'est toujours sur des petits nombres. Et donc, il y a toujours des effets secondaires qui n'apparaissent pas. Donc, on a plein de cas, en l'occurrence, de médicaments qui sont sortis et qui ont été arrêtés dans les mois qui suivent parce qu'il y avait des effets secondaires. Pour chaque médicament, il y a des bénéfices-risques selon le médicament. Toute la stratégie médicale, c'est ça. C'est toujours évaluer le bénéfice par rapport au risque vis-à-vis d'un médicament, mais vis-à-vis même d'une intervention ou d'une non-intervention. Est-ce que, par exemple, on se dit, est-ce qu'on va faire quelque chose? Est-ce qu'on va rien faire? Et si on fait quelque chose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi, en l'occurrence? Et ça, c'est le plus important. Toujours se remettre en question et toujours avec, bien sûr, le patient, parce que c'est lui aussi qui décide. On a parfois des prises de position des patients qui nous paraissent incohérentes, mais à partir du moment où c'est leur choix, si on leur a bien expliqué les tenants, les aboutissants, à ce moment-là, on respecte ce choix. Enfin, moi, c'était ma manière d'agir. Après, il faut essayer de les convaincre que c'est pas le bon choix, mais à partir du moment où ils sont suffisamment éclairés, même si c'est un mauvais choix, et parfois, d'ailleurs, on a des surprises, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils font le mauvais choix, et finalement, on s'aperçoit que je vous donne un exemple, on découvre une tumeur, voilà, on se dit mais il faut absolument vous faire opérer, les gens ne veulent pas, on les raisonne, on essaye, et voilà, et puis on les voit des années après et rien n'a bougé. Et on se dit finalement c'est eux qui avaient raison. Qu'est-ce que vous retenez de ces années de médecin de campagne ? Beaucoup de satisfaction finalement, parce que ça a été une vie assez intense, ça a été une découverte de tout un tas de personnalités, de patients qu'on rencontre, parfois attachants, parfois difficiles. Il y a aussi des gens qui sont compliqués. Découvrir des tranches de vie, c'est quand même très agréable. Puis bon, ça reste malgré tout une profession qui est très plébiscitée. Voilà, donc on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a une certaine aura, même si on peut aussi avoir parfois des gens qui vous agressent, qui vous reprochent en fait de ne pas avoir fait un diagnostic suffisamment tôt, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs, enfin, mais eux ils le perçoivent comme tel. Mais généralement, c'est quand même un métier très valorisant. Comment est-ce que vous abordez la fin de vie ? Est-ce que vous avez été confronté à ça ? Alors, on est souvent confronté à la fin de vie. Alors, personnellement, j'ai jamais eu de demande implicite de suicide assisté, par exemple. Bon, mais ça n'existe pas. Même actuellement, la loi n'est pas passée. Le suicide assisté n'est pas passé. Et donc, je me suis jamais trouvé confronté à ça. Par contre, j'ai été souvent confronté à des fins de vie, ce qu'on appelle maintenant les soins palliatifs, et à l'époque, plutôt chez eux. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment le souhait exprimé par le patient de vouloir mourir à la maison et de ne pas être hospitalisé. Et assez souvent, c'était possible. Donc on avait des moyens qui permettaient, avec infirmières, avec des kinés, avec aides-soignantes à domicile, on arrivait à maintenir les patients. Et le problème de l'euthanasie s'est jamais posé, puisque en fait les patients sont toujours décédés, je dirais de mort naturelle. Puis après, en fait, quand on arrive en fin de vie, on utilise souvent des médicaments assez puissants, des sédatifs, des morphiniques, qui fait que oui, effectivement, c'est une manière un petit peu de faire que les gens ne souffrent pas et qu'ils partent dans de très bonnes conditions. Après, vous avez changé de métier ? Au bout de 14 années de médecine générale dans mon propre cabinet, plus les 3-4 années de remplacement, j'irai une petite vingtaine d'années de médecine générale exercée, dont le fameux médecin de campagne dont vous parliez tout à l'heure. Et je suis rentré à l'assurance maladie en tant que biostatisticien, c'est-à-dire médecin et biostatisticien, c'est-à-dire qu'en fait j'ai refait un master de biostatistique. Et j'étais sur des grosses études, je dirais statistiques, qui permettent de voir l'efficacité d'une intervention, d'un médicament. Voilà. Et c'était vraiment une autre vie. C'est passionnant. Alors c'est passionnant. Alors, souvent on m'a posé la question en disant vous regrettez pas votre métier de généraliste ? J'ai dit non, parce que j'avais exploré quand même 20 ans de médecine générale. Je savais pertinemment que j'allais quitter notamment l'examen clinique
pour me lancer dans un travail qui était un travail de bureau, quoi. Mais je restais médecin parce qu'il fallait absolument avoir des connaissances médicales pour faire les études qu'on faisait, c'est-à-dire être sur des médicaments, sur des procédures, sur le suivi des patients. Donc il fallait à la fois les connaissances médicales et à la fois les connaissances statistiques pour pouvoir exploiter les bases de données de l'assurance maladie. Alors j'ai quand même fait 20 ans d'assurance maladie, donc dans ce métier de biostatisticien. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai exprimé le souhait en fait de reprendre une petite activité clinique, parce que le contact des patients, j'ai toujours aimé ça. On habite la région de Tours maintenant, parce qu'on a aussi beaucoup déménagé. Je me suis tourné vers l'hôpital local où, quand je me suis rapproché d'eux, je voulais simplement une vacation d'une journée ou d'une matinée par semaine. Et très rapidement, ils m'ont dit, mais on a un besoin criant dans une EHPAD, des établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes. Donc ça dépend de l'hôpital. Et en fait, comme les médecins généralistes n'ont plus le temps d'aller dans ces structures, puisqu'en plus ils font plus de visites, ils cherchaient désespérément des médecins déjà depuis un moment. Et donc j'ai repris une activité partielle, mais quand même ça fait 2 jours par semaine dans cette structure. Vous ne passez pas dans toutes les chambres, vous attendez qu'il y ait une demande Alors, moi c'est comme ça que je fais. Mon collègue aussi, un petit peu différemment. Mais donc il y a tous les problèmes aigus qui sont remontés donc, par l'infirmière ou par les soignantes, puisqu'ils sont au corps à corps au quotidien. Donc ça, c'est le minimum de la journée. Et puis après, quand on a effectivement vu un peu tous ces cas, à ce moment-là, on passe à des examens systématiques. C'est-à-dire des gens qu'on n'a pas vus depuis 2 mois, 1 mois, 2 mois. On se dit, tiens, il faudrait peut-être le voir et réévaluer son traitement. Parce que dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, ils sont souvent polymédiqués, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs pathologies, ils ont sur beaucoup de médicaments même, et tout le but c'est de réévaluer en fait les médicaments dans le but d'essayer d'en diminuer la quantité, parce qu'au bout d'un certain nombre de médicaments, il y a des interactions médicamenteuses qu'on ne maîtrise plus. Et donc le principe c'est quand même d'essayer au maximum de réduire les médicaments, quand on le peut évidemment, afin d'avoir une sécurité maximale. Le parcours classique du résident de l'EHPAD, c'est la personne âgée qui est tombée plusieurs fois, qui a fait plusieurs séjours à l'hôpital, des fois en se fracturant d'ailleurs, ou pas. Et au bout d'un certain temps, les enfants disent non, c'est plus possible. Alors ça peut être parce qu'il a perdu la tête, mais parce que aussi parfois les moyens physiques font qu'il n'a plus d'équilibre, il tombe, il chute, il reste toute une nuit sur le carrelage. Donc en fait, pour des raisons de sécurité, souvent, les enfants disent on va le mettre en EHPAD, c'est plus sécurisant. Et donc le parent arrive en EHPAD avec les enfants, là on l'examine, donc il a un dossier médical assez souvent, pratiquement dans tous les cas, soit un dossier hospitalier, soit, c'est plus rare mais ça arrive quand même encore, directement du domicile. Et là à ce moment-là on a un dossier qui est fait par le médecin traitant. Et l'idéal, c'est ça d'ailleurs. L'idéal, c'est que les patients arrivent de chez eux. Je dirais pas en urgence ou en catastrophe depuis l'hospitalisation. Ça permet d'avoir une intégration progressive qui est plus souple, qui est plus lente, qui est mieux acceptée. Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans l'hôpital public ? C'est une évidence, mais il faut du personnel. On peut estimer que là où je me trouve, on est encore relativement bien loti. Alors il y a 170 résidents. Alors, on n'a quand même pas d'infirmière la nuit, par exemple. La nuit, ils appellent le 15 quand il y a un problème. Mais on a quand même 4 infirmières dans la journée, ou même les jours fériés, même les dimanches et les samedis. Les médecins, nous on est là à 1,5 temps plein, donc qui couvre quand même pas mal l'activité médicale. Ce qu'il faudrait plus, il faudrait un peu plus de soignantes. Soignants et soignantes. Alors je dis soignantes parce que c'est souvent des femmes. Parce que dans l'état actuel des choses, elles ont une charge de travail qui est quand même très lourde, très importante, avec, je dirais, elles ont 10 malades à faire dans la matinée. Donc ça peut être beaucoup, c'est-à-dire que des patients complètement inertes, hémiplégiques, qu'il faut soulever avec le rail, par exemple, c'est quand même très très lourd. Heureusement, elles ne sont pas tous comme ça, il y a des toilettes des gens qui sont relativement autonomes, qu'il faut juste un peu aider, mais quand même. Donc plus de personnel qui leur permettrait de passer plus de temps avec les patients aussi, de pouvoir discuter un peu plus avec elles. Deuxième volet, c'est tout ce qui est l'animation. Alors on a des animatrices, mais pas suffisamment pour s'occuper de tous les patients. Donc il faudrait en fait plus d'animatrices pour pouvoir en fait faire des jeux, faire de la mémorisation, les stimuler. Les sortir éventuellement, ils le font aussi, mais pas suffisamment. Ils sortent de la maison de retraite, ils vont à la plage, ils vont au zoo, ils vont au cinéma, au théâtre. Et le troisième volet, il faudrait une cuisine
plus appropriée. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une restauration qui est une restauration pour tout l'hôpital. Donc la cuisine c'est correct, mais c'est quand même de la cuisine de collectivité. Et donc les personnes âgées quand même je dirais, elles en ont besoin parce que c'est quand même un de leurs plaisirs, pouvoir avoir des satisfactions gastronomiques qui seraient plus adaptées, qui seraient mieux que ce qu'ils ont là. Même si c'est pas trop mal, je dirais. On pourrait améliorer la cuisine pour que ce soit plus agréable pour eux. Qu'est-ce qui vous anime ? Je crois que ça reste toujours le contact avec les patients. Et puis, encore une fois, on revient à ce que j'avais quand j'étais médecin de campagne, c'est-à-dire qu'en fait, les gens vous parlent de leur vie. Ils vous racontent toute leur vie, leur passé, avec toutes leurs difficultés. Donc ça, c'est très, très prenant, quoi. Donc même si on n'a pas toujours tout le temps qu'il faudrait pour les écouter, mais on a des bribes par moment. Donc on finit par compléter leur histoire au fur et à mesure je dirais, des visites, des examens qu'on leur fait. Et ça, c'est passionnant. Avez-vous des conseils à donner à un jeune médecin généraliste ? Le conseil que je leur donne généralement, c'est quand ils viennent, parce qu'on a parfois des stagiaires, c'est de leur dire prenez le temps d'écouter et d'examiner les patients, surtout d'examiner les patients. Ne faites pas la médecine à l'envers comme on le voit faire actuellement, c'est-à-dire bombarder d'examens cliniques et paracliniques qui parfois même sont même pas regardés. Et donc prenez le temps vraiment d'écouter et d'examiner surtout les patients, parce que c'est ça je dirais le primum movas de l'examen médical. Vous avez un fils qui est médecin. Est-ce que vous discutez de cas de patients ? Est-ce qu'il vous demande des conseils ? Est-ce que vous parlez aussi de vos cas que vous avez eus ou pas du tout ? Oui, alors assez souvent, on en parle. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, il est urgentiste. Mon fils est urgentiste. Et il travaille dans l'hôpital qui est juste à côté de la maison de retraite. Donc en fait, souvent, parfois ça quand même arrive au moins 1 ou 2 fois par semaine, on a un patient à envoyer aux urgences. Donc je connais un peu toute l'équipe, c'est-à-dire que je les appelle alors, généralement pour leur expliquer ce qu'on va leur envoyer. Parfois ça peut être un conseil aussi, parce que c'est toujours agréable d'avoir un deuxième avis en disant c'est quelqu'un de très âgé, il faudrait l'hospitaliser, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce qu'il ne va pas être encore plus déboussolé qu'il est déjà ? On a une discussion avec la famille, avec le patient, et avec l'urgentiste éventuellement, pour dire finalement le garde à l'EHPAD et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc je discute souvent avec lui de cas qu'on a pu soit échanger, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Alors lui il me demande la même chose, lui quand il renvoie les patients chez nous, comment ça s'est passé finalement. Donc on a des échanges sur les mêmes patients en fait qu'on a à traiter, et puis on a parfois aussi des échanges effectivement sur la médecine, sur la politique et sur la politique notamment qui agit sur le système de santé. Donc en ce moment il faut pas se voiler la face. En fait c'est quand même assez catastrophique. On est passé, je dirais, d'un pays où le niveau de qualité médicale était dans le top, et on est en train de se dégrader depuis je dirais dizaines d'années, quoi. Ça fait 15-20 ans que le système se dégrade de plus en plus, parce que la vision est une vision comptable de la médecine. C'est-à-dire qu'ils n'ont eu de cesse que de réduire les lits en ayant l'obsession de l'occupation. Vous savez, ils parlent que de ça. C'est des gens qui ont fait des écoles de commerce ou Sciences Po, et donc ils réfléchissent avec des tableaux Excel. Ils n'ont jamais mis un pied à l'hôpital, ou rarement. Ils ont une vision très comptable de l'hôpital. Donc un lit coûte cher, un lit ça fait plus de personnel, donc ça fait plus de coûts, et ainsi de suite. Donc voilà. Disons que l'hôpital public en pâtit plus que l'hôpital privé ? Je pense pas. L'hôpital privé souffre aussi, à part qu'ils ont su en fait sélectionner les bons patients, enfin les patients qui rapportent le plus. C'est-à-dire c'est toute la médecine de bilan à froid et toute la chirurgie généralement. Et ils ont laissé toute la médecine et toute la gériatrie à l'hôpital public parce que ça rapporte rien, ça passe du temps. C'est moins rémunérateur que la chirurgie, que la médecine, je dirais, d'hyper spécialité. Et là, ils ont su faire leur sélection dans une mesure d'intérêt, quoi, évidemment. Quelles sont vos envies ? Quels sont vos projets ? Mon projet, c'est de continuer encore un petit peu. Alors, pas trop longtemps, parce que je veux profiter aussi un tout petit peu de la retraite, même si j'en profite déjà, puisque j'ai quand même 3 jours par semaine. Mais ça va prendre fin. Je vais peut-être encore continuer 1 an, peut-être un petit peu plus.
Et après les projets, j'aime bien bricoler, j'aime bien lire, j'aime bien écouter de la musique, faire des marches, beaucoup marcher, donc voilà, c'est simple. Merci beaucoup. C'était Ma vie en rose. Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce portrait sonore.